Monsieur Mohamed Dahmani, bonjour. Bonjour. Alors, indemnisation des victimes des dernières intempéries, instructions et directives du président de la République pour clore ce dossier d'ici la fin de la semaine. Le travail a déjà commencé puisque dès le début des intempéries, des cellules de suivi ont été instituées au niveau du département du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Monsieur Dahmani. Oui, merci tout d'abord pour l'invitation et cette occasion que vous nous donnez au ministère de dire ce qui a été fait à l'occasion, de ce sinistre qui vient de toucher essentiellement la wilaya de Tipaza. Comme vous le disiez, dès les premières heures, une cellule a été installée auprès du ministre de l'Intérieur pour suivre la situation de minute en minute sur l'ensemble des wilayas qui ont été touchés et plus précisément la wilaya de Tipaza qui a été fortement impactée par ces pluies diluviennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un comité intersectoriel qui est de permanence au niveau du ministère de l'Intérieur toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui regroupe un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avec des officiers de la DGSN, de la Gendarmerie nationale, de la protection civile, qui sont en veille permanente sur toutes les questions liées aux risques majeurs. Toutes les catastrophes qui risquent d'arriver pour coordonner le travail au niveau national et informer les hautes autorités du pays en temps opportun. Cette cellule, c'est une cellule ad hoc qui a été créée, en plus de ce comité, qui a été créé auprès du ministre, justement pour suivre tout ce qui s'est passé lors de ce sinistre qui a touché les wilayas algériennes, notamment celles du centre et de l'Est, les 24 et 25 mai courants. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Mohamed Dahmani, est-ce qu'on peut considérer que le travail de recensement des victimes a déjà commencé puisque le président de la République a donné l'ultimatum de la fin de la semaine? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs sur ce qui a déjà été engagé au niveau de votre département ministériel? Bien évidemment, un travail de recensement a déjà commencé au niveau de la wilaya. C'est les services techniques de la wilaya, l'ensemble des directions concernées ont déjà commencé un travail de terrain, de recensement de tout ce qui a été touché. Ce travail de recensement concerne donc des travaux publics, concerne l'ensemble des logements et des infrastructures de l'État qui ont été touchés, et également l'ensemble des maisons de particuliers qui ont été touchées partiellement, où on a eu en tout cas un seul effondrement à Fouca d'une maison. Mais en tout cas, il y a maintenant une quarantaine de familles qui ont été relogées, enfin hébergées temporairement grâce à la wilaya et au service de la protection civile. Donc déjà, une quarantaine de familles vont bénéficier très vite de l'opération de relogement qui a été décidée par Monsieur le Président de la République. Alors, autre, bien sûr, chiffre éventuellement pour clore, bien sûr, ce chapitre de recensement aujourd'hui. Monsieur Dahmani, est-ce qu'on peut considérer que tous les moyens sont mis en place et déployés sur le terrain? Tout d'abord, il faut revenir un peu sur ce qui s'est passé. Première des choses, elle a les deux anges qu'on a perdus. Deux enfants. Exactement. La petite Aya à Galma et Mohamed Abdelraouf à Khmisti. Ce que je voudrais dire, c'est que si on a eu 2 morts, il faut savoir aussi que la Direction générale de la protection civile, qui a mis en place des équipes, qui a mobilisé plus de 1100 agents, 110 plongeurs, qui a fait 278 interventions sur le territoire national, qui ont couvert 102 communes du territoire national. Et toutes ces interventions ont permis de sauver 220 personnes qui étaient en situation de danger imminent. Leur vie était en danger. Donc c'est vrai que nous avons perdu 2 jeunes enfants, mais il faut que les gens sachent que nous avons sauvé près de 200 vies de personnes qui étaient en situation vraiment dangereuse, qui ont été sauvées par la protection civile. Maintenant, pour les moyens qui ont été mis en place pour venir en aide, notamment à la wilaya de Tipaza, parce qu'il faut savoir que dans les autres wilayas du pays qui ont été touchées, notamment celle de l'Est, la situation est revenue à la normale. Maintenant, pour la wilaya de Tipaza, durant tout le week-end, et grâce au travail de veille et de coordination qui a été fait au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de l'aménagement du territoire, nous avons organisé une aide solidaire entre les wilayas du centre avec la wilaya de Tipaza,
Donc 8 wilayas du centre sont venus en aide à la wilaya de Tipaza. 123 engins ont été mobilisés et envoyés à la wilaya de Tipaza, dont essentiellement 68 camions hydrocureurs. C'est des camions qui permettent de pomper les eaux, bien évidemment, en plus de matériel, de niveleuses, etc. Voilà un peu ce qui a été fait grâce à la coordination qui a été assurée au niveau de notre département ministériel. Et le travail, bien évidemment, continue. Je voudrais aussi souligner, Souhila, si vous me le permettez, 30 secondes, c'est le vendredi, après Salat al-Jumu'ah, nous avons remarqué un engouement extraordinaire de la société civile. Les associations locales se sont mises aussi aux côtés des services de la wilaya pour aider à la reprise de la vie normale dans les communes les plus touchées. Alors, je voudrais revenir avec vous. Est-ce que ce travail, il est encore assuré au niveau local pour le recensement des populations et pour assurer, bien sûr, sur le terrain, les directives du président de la République qui a ordonné la prise en charge de toutes les familles sinistrées d'ici la fin de la semaine? Le travail est toujours déployé en coordination avec les wilayas touchés fortement par, bien sûr, ce sinistre. Le travail a commencé dès les premières heures et il est en train de continuer et il continuera à se faire jusqu'à répondre aux instructions de Monsieur le Président de la République. Les équipes sont toujours sur le terrain actuellement. Les équipes sont sur le terrain. Alors, il y a eu bien sûr, par rapport à cette situation, 10 milliards de dinars dégagés. C'est des 10 milliards de dinars dégagés du fonds des calamités naturelles qui est existant au niveau de votre département ministériel, Monsieur Mohamed Dahmani. Oui, nous disposons d'un fonds des calamités naturelles et donc ces 10 milliards de dinars, 1000 milliards de centimes, vont être mobilisés à partir de ce fonds et participer à l'indemnisation telle que cela a été instruit, comme nous l'avons été instruits par Monsieur le Président de la République. Donc les gens qui ont été dans les maisons ont été endommagés, enfin, tous les sinistrés de ces pluies diluviennes. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui. Nous avons vu qu'avec ces changements climatiques, les pays et les États sont bouleversés par rapport à cette situation. On parle de plus en plus aujourd'hui des risques majeurs liés à ces changements climatiques, notamment le phénomène de la sécheresse, puisqu'on est passé d'une extrême à une autre, où il y avait rarification des pluies, puis il y a eu des pluies, bien sûr, abondantes et diluviennes, au point, bien sûr, d'occasionner de grands dégâts au niveau de certaines wilayas qui sont aujourd'hui sinistrées, même si la vie commence à reprendre son cours normal. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au niveau des collectivités locales, dès qu'il y a un BMS, le bulletin de météorologie spécial, il y a automatiquement activation d'un dispositif de veille et de surveillance? Est-ce qu'on prend en considération les BMS au niveau local? Tout à fait. Bien sûr qu'on prend en considération les BMS. La commission dont je vous ai parlé, qui est installée au ministère de l'Intérieur, dès qu'il y a un BMS qui tombe, il est diffusé à toutes les wilayas concernées et des mesures sont prises. Il y a la mobilisation de la protection civile qui se fait immédiatement, etc. Il y a une bonne préparation. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, regardez ce qui s'est passé le 24-25 mai. Le 24, on avait un BMS, un bulletin de météo spécial, qui annonçait entre 20 à 40 mm, au plus 50 mm de pluie. À Tipaza, nous avons eu 150 mm de pluie. Donc même on a eu des pluies qui dépassent de loin les prévisions qui ont été faites. Il faut savoir que 150 mm de pluie, c'est 4 fois plus que la moyenne mensuelle du mois de mai. Donc on n'est plus devant des inondations qui sont dues à des crues d'oued ou à des remontées d'eau à cause de pluies qui durent trop longtemps. Nous sommes véritablement devant des phénomènes extrêmes qui sont dus au changement climatique. Donc c'est des pluies qui tombent très vite, qui sont localisées et qui sont d'une rare violence. Et pendant qu'il y a ces pluies diluviennes qui chutent, des eaux qui chutent le long des rues, etc., il est très difficile d'intervenir. On est obligé d'attendre que ça se termine pour pouvoir intervenir. Et souvent, on est surpris par les dégâts que ça fait, et c'est quasiment inévitable. Bien évidemment, on peut améliorer les situations. On peut améliorer la situation. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons le faire.
Alors justement, vous parlez des phénomènes extrêmes, des dispositions qu'on pourrait prendre pour bien sûr améliorer la situation, mais d'ores et déjà, partant d'un constat, est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales ont une part de responsabilité par rapport à ce qui s'est produit, parce que souvent, ils se prennent tard pour, par exemple, évacuer les voies d'évacuation des eaux pluviales. Le regard, par exemple. Bien évidemment, les collectivités territoriales ont leur part de responsabilité. Il faut faire le bilan aujourd'hui et situer les responsabilités, puisqu'on est dans un contexte de changement de gouvernance, monsieur Mohamed Dahmani. Écoutez, le 24-25, pendant qu'il y avait les pluies diluviennes en Algérie, il y avait exactement le même phénomène en Espagne. L'Italie également, qui ont connu énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Et c'est des pays qui ont l'habitude et qui ont des plans de prévention, etc. Donc, il y a une part qui est inévitable. Et ça, il faut le comprendre. Il y a une part de dégâts qui est inévitable. Maintenant, comment éviter le pire? D'abord, il y a le projet de loi concernant les risques majeurs, la loi 0420, qui date de 2004. Qui sera actualisé prochainement. Le projet a été terminé de sa révision et il sera présenté incessamment au Conseil des ministres. Au Conseil du gouvernement. Et après la loi est après au Conseil des ministres. Alors, la loi 0420, elle date de 2004. Depuis 2004, vous savez, nous avons adhéré à des accords internationaux, le cadre de Sendai en 2015 et les accords de Paris sur les changements climatiques. Et ça change complètement de paradigme au niveau international. Et donc, faudrait que nous aussi, dans notre loi nationale, on change de paradigme et on passe de la gestion des catastrophes à la gestion des risques. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre avec ces phénomènes extrêmes. Exactement. Et il faut apprendre à faire de la prévention, à faire des choses avant que les catastrophes n'arrivent. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Mohamed Dahmani, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment, à tout de suite. Alors, monsieur Mohamed Dahmani, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, par rapport bien sûr aux instructions du président de la République d'indemnisation de toutes les familles sinistrées. C'est ça l'instruction du président de la République, monsieur Dahmani. C'est tous ceux dont, bien sûr, le sinistre est avéré, seront compensés par rapport aux pertes qu'ils ont subies. Dans tous les domaines, même les pêcheurs sont concernés aujourd'hui par cette question, monsieur Dahmani. C'est tout à fait cela. Donc, toutes les familles qui ont perdu leur logement vont être relogées. Toutes les maisons qui ont été touchées, partiellement, etc., vont être réhabilitées sur la base d'octroi d'allocation de l'État, à la charge de l'État. Donc toutes les maisons vont être réhabilitées ou restaurées. Tous les pêcheurs qui ont perdu leurs embarcations ou leurs bateaux de pêche vont être indemnisés à la charge de l'État et ils vont bénéficier d'une allocation en attendant que les ports soient remis, que tous les ports de pêche qui ont été touchés soient remis à l'État. Ils vont bénéficier d'une allocation entre 20 000 et 30 000 dinars. Donc, que les citoyens soient rassurés, cela va avoir lieu et dans la semaine qui vient, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, ce matin, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, en compagnie de la ministre de la Solidarité, se déplaceront à Tipaza et se déplaceront également à Guelma pour présenter les condoléances de Monsieur le Président de la République aux familles qui ont perdu les deux anges dont je parlais tout à l'heure, Aya et Mohamed Abdelraouf. Et également, ça permettra au ministre de l'Intérieur de voir avec les autorités locales et donner les instructions nécessaires pour que les choses aillent aussi vite que le désire Monsieur le Président de la République. Alors les walis, bien sûr, de ces wilayas sinistrés sont mobilisés depuis, bien sûr, le début de ces intempéries. Monsieur Mohamed Dahmani, en contact permanent avec, bien sûr, la structure centrale ou la cellule, bien sûr, de suivi a été mise en place. Exactement. La cellule de suivi, dès sa mise en place, a pris contact avec l'ensemble des walis et l'ensemble des structures névralgiques de ces territoires, les services de la protection civile, les services de la sécurité, pour gérer cette situation de crise au mieux et d'informer les plus hautes autorités de toute avancée dans la situation.
Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur certains aspects. Nous avons vu aussi certaines images qui ont défilé sur les réseaux sociaux. Pas d'inquiétude, l'État est là pour assurer, bien sûr, l'indemnisation de toutes les victimes, parce qu'on a vu certaines manipulations de ce qui s'est produit sur les réseaux sociaux pour, bien sûr, mettre en colère la population. Monsieur Mohamed Dahmani, puisque nous avons vu que la réaction de l'État a été immédiate et urgente. La réaction de l'État est immédiate et urgente comme à l'accoutumée. C'est une tradition algérienne. L'État a toujours été aux côtés du citoyen dans les moments les plus difficiles. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Bien évidemment, il y a des gens qui voudront dire par-ci, par-là, que les choses sont très graves, que les gens vont être laissés pour compte, qu'ils vont être abandonnés. Bien sûr que non, et l'État algérien a toujours été là. Il n'y a pas un État au monde qui indemnise les gens de cette façon-là. L'effort de solidarité de l'État envers ses citoyens, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est véritablement une coutume en Algérie. Donc les gens n'ont pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Et Monsieur le Président de la République l'a démontré hier, l'État est toujours à la hauteur. Alors, vous avez dit dans la première partie qu'aujourd'hui, il y a une révision du plan de prévention par rapport, bien sûr, au phénomène des changements climatiques et, bien sûr, ces phénomènes extrêmes. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, apprendre à vivre avec ces calamités naturelles? Comment apprendre, comment mettre en place un dispositif de prévention également, puisque nous avons vu que les 2 victimes, ce sont des enfants en bas âge. Est-ce qu'il faut impliquer la responsabilité de l'ensemble de la population quand il y a cette situation extrême, monsieur Dahmani? Tout à fait. D'abord la loi. Les parents aussi, ils ont une part de responsabilité. Bien sûr. Tout d'abord la loi. La loi va intégrer, la prochaine fois va intégrer le changement climatique comme risque. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne loi. Donc, sécheresse et inondation. Donc ces phénomènes extrêmes. D'abord ça. Ensuite, la dernière fois, quelques jours avant la catastrophe que nous avons vécue, le 20-21 mai, à l'occasion du colloque qui a été organisé par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Monsieur le Premier ministre, dans son allocution d'ouverture, a instruit le ministère de l'Intérieur d'intégrer dans la loi sur la commune et la loi sur la wilaya, qui sont en révision, la dimension de la gestion du risque au niveau local, notamment sur le plan préventif. Toujours le mois de mai, le 8 mai, Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est déplacé à Chlef pour inspecter les regroupements régionaux de la protection civile qui ont fait des exercices de simulation de gestion de crise avec les services techniques de l'État au niveau wilayal. Ce jour-là, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présenter à Monsieur le ministre de l'Intérieur le premier plan de prévention multirisque au niveau local que nous avons élaboré au ministère de façon pilote dans le cadre du programme CAPDEL que nous développons avec le programme des Nations Unies pour le développement. Donc l'intégration de cette dimension de risque au plan préventif dans le cadre de la législation relative aux collectivités territoriales, c'est quelque chose d'éminemment important. Nous avons réalisé un premier plan pour la commune de Ouled Ben Abdelkader dans la wilaya de Chlef, qui connaît un certain nombre de risques majeurs, notamment les inondations avec Wedsli. Nous avons maintenant cette expérience. Comment la généraliser à l'ensemble du territoire? L'intégrer d'abord dans le système législatif et réglementaire des collectivités territoriales, et puis la généraliser sur l'ensemble du territoire national. Mais justement, ce programme multirisque, qu'est-ce qu'il prévoit aujourd'hui, ce programme avec les Nations Unies, Monsieur Dahmani? Alors, dans le cadre de ce programme, nous avons fait un travail de renforcement de capacité des cadres de l'administration locale. Parce qu'il est clair que la gestion des risques est une question partagée entre l'ensemble des services de l'État. Nous avons une protection civile qui a une expérience extraordinaire reconnue à l'échelle régionale et mondiale. Cependant, avant la catastrophe, c'est-à-dire dans le domaine de la prévention, il faudrait que tous les services de l'État, chacun dans son domaine, prennent en ligne de compte la question du risque et qu'au niveau local, il y ait un cadre de concertation permanent autour de la gestion des risques, un cadre de concertation multisectoriel et également multi-acteurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il intègre les autres acteurs de la société civile, autre changement qu'il y aura dans le cadre de la loi, les acteurs économiques du secteur privé et également la société civile. Donc voilà le nouveau paradigme vers lequel nous devons nous diriger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aléas sont là. Les aléas naturels sont là. Ces inondations, ces phénomènes extrêmes, les séismes, etc. Les aléas sont là.
Et le niveau du risque ne dépend pas uniquement du niveau de l'aléa. Il dépend surtout du niveau de vulnérabilité de nos territoires. Donc, la prévention, c'est de diminuer au plus la vulnérabilité de nos territoires qu'il va falloir, bien évidemment, évaluer. Donc, il faut identifier l'ensemble de nos vulnérabilités au niveau des territoires et veiller à ce que ces vulnérabilités soient levées. Alors, quand vous parlez de ces vulnérabilités, elles concernent tous les domaines aujourd'hui. Monsieur Mohamed Dahmani a commencé déjà par la construction. Alors, les vulnérabilités concernent l'environnement naturel, elles concernent l'environnement artificiel, c'est-à-dire l'environnement bâti. Elles concernent aussi les populations. Parce que si vous n'avez pas des populations conscientes du risque, si vous n'avez pas de culture du risque et de culture de la prévention, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut également faire beaucoup de communication, de sensibilisation, intégrer dans les programmes de l'enseignement à tous les niveaux, à tous les cycles de l'enseignement, intégrer le risque et le comportement à avoir au moment des catastrophes, avant les catastrophes et après les catastrophes. Alors, ces risques majeurs impliquent tous les phénomènes extrêmes, y compris la sécheresse, puisque même dans notre législation par rapport à la compensation des compagnies d'assurance, elle n'est pas considérée comme étant une calamité naturelle. Monsieur Dahmani. Avec la révision de la loi, ça le sera. Ça le sera prochainement. Bien sûr, tout ce qui est dû au changement climatique va être reconnu en tant que risque majeur. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces phénomènes extrêmes. Nous sommes passés d'une situation à une autre, une situation de quasi-sécheresse, à une situation, bien sûr, des inondations qui ont affecté un certain nombre de wilayas. Est-ce qu'on peut considérer aussi, partant de là, qu'il va falloir aussi reprendre ou réactualiser certaines dispositions qui existaient par le passé, comme par exemple le ministère des Ressources en eau, qui gérait, lui, le phénomène des inondations des villes, en mettant en place un dispositif particulier. On l'a quasiment abandonné. Aujourd'hui, on gère plus la ressource que, bien sûr, ces inondations. Est-ce qu'il faut le reprendre? Puisqu'on se souvient, on a eu 2001 Bab el-Oued et on a eu en 2005 la wilaya de Ghardaria qui a été également totalement inondée. On a réalisé des digues de protection. Monsieur Dahmani. La gestion de risque, je le disais tout à l'heure, est une question intersectorielle. Transversale, touche tous les secteurs. Exactement. À commencer par les collectivités locales, puisque vous rayonnez sur tous les domaines et tous les secteurs. Bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il y a une délégation nationale au risque majeur qui a été créée. La délégation est dotée d'un comité qui regroupe l'ensemble des secteurs. Mais est-ce qu'on peut évaluer son travail, cette délégation au risque majeur, monsieur Mohamed Dahmani, puisque de par la loi de 2004, elle a été instituée bien plus tard, vers 2010. On a mis en place, monsieur, bien sûr, risque majeur au niveau du ministère de l'Intérieur, mais on n'a pas mis en place aussi tous les autres aspects de la loi dans le sens des textes d'application, par exemple, un haut observatoire des risques majeurs qui pourrait être sous bien sûr la tutelle du président de la République. Monsieur Mohamed Dahmani. Alors, nous allons attendre la nouvelle loi. Donc on va pas Elle le prévoit également? On va pas anticiper. Je ne suis pas mandaté pour vous parler de ce qu'il y a dans la loi, parce qu'elle doit être revue par le gouvernement. Mais elle a été discutée la semaine dernière, largement et longuement. Elle a été discutée. Donc je laisserai les détails sur la loi à d'autres personnes habilitées. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas à moi non plus d'évaluer le travail de la délégation. Mais est-ce que c'est un travail qui doit être évalué? C'est un travail qui doit être évalué, mais il faut aussi reconnaître que c'est très difficile. On parle d'obligation de résultat aujourd'hui. Bien évidemment. Et c'est très difficile de partir d'une culture sectorielle, où des secteurs fonctionnent en silo, à une culture où les secteurs doivent travailler en coordination. En synergie. Donc, en synergie, exactement. La délégation a été quelque peu retardée à cause du travail sur la révision des risques que la délégation elle-même a piloté. Donc la nouvelle loi a été pilotée par la délégation au risque majeur. Il y a les temps de mise en place d'une instance aussi importante. Maintenant, j'espère qu'à partir de la nouvelle loi et certainement une réorganisation en conséquence de la délégation au risque majeur, que le travail sera fait avec célérité. Il faut dire aussi que pendant un certain nombre d'années, cette question n'a pas été prioritaire et aujourd'hui, elle l'est et au plus haut niveau.
Alors, on a vu hier, bien sûr, la réaction du président de la République qui a pris un certain nombre de dispositions urgentes en direction de la population, qui a ordonné, bien sûr, les indemnisations et les réparations en nature. D'ici la fin de la semaine, le président institue un nouveau modèle de gestion. On l'a vu à travers, bien sûr, plusieurs réunions qu'il a effectuées avec le gouvernement, y compris le Wali, lors des réunions multiples Wali-gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, et il a bien sûr parlé de l'obligation de résultat, il a parlé aussi d'être comptable par rapport vis-à-vis du citoyen, placer le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques. Ce qu'on constate aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'il y a de la pluie torrentielle, il y a ces mêmes catastrophes. Est-ce qu'il faut faire aussi une évaluation de la gestion territoriale, Monsieur Mohamed Dahmani, au niveau, bien sûr, pour situer les responsabilités? Est-ce qu'elles sont réellement du phénomène naturel ou il y a aussi la défaillance des responsables locaux? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, Monsieur Dahmani? Mon commentaire va être très simple. Tout à l'heure, je disais la responsabilité est partagée. Quand vous avez des pluies diluviennes qui drainent tout ce qui a été jeté dans les rues et ruelles, places publiques, etc., sachets en plastique, du sable déposé, un amas de sable déposé devant une maison qui est en construction, etc., tout ceci en quelques minutes va boucher tous les avaloirs de la ville. L'eau ne circulera plus dans le sous-sol à travers les réseaux, mais circulera en surface, en s'additionnant bien évidemment de l'amont vers l'aval. Mais il faut assurer des avaloirs de façon quotidienne et permanente. Quand bien même les avaloirs sont curés, s'il y a des déchets dans les rues, ils vont se boucher très rapidement parce que ces eaux vont drainer un tas d'objets qu'ils vont trouver sur leur chemin. Donc je crois que la responsabilité est partagée. Nous avons au ministère de l'Intérieur, à travers les collectivités territoriales, mis en place un certain nombre de procédures saisonnières qui sont faites de façon systématique à l'approche des saisons de pluie, etc. Maintenant, on est surpris. On est au mois de mai, on est à la veille du commencement de l'été. Nous sommes surpris par des pluies torrentielles. Elles créent des dégâts. Bon. On a eu des BMS. Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut évaluer la gestion de nos villes et de notre territoire de façon générale? Bien évidemment, il faut le faire. Bien évidemment, il faut le faire. Je disais tout à l'heure que le problème n'est pas dans l'aléa, il est dans le niveau de risque. Et le niveau de risque ne peut être évalué que si on évalue notre vulnérabilité. Donc, il est temps de procéder à une évaluation des vulnérabilités au niveau de nos villes et villages, par rapport à l'ensemble des risques que connaît notre pays, et notamment le séisme et les inondations. C'est ce qui touche le plus les espaces habités. Alors il faut faire dans l'anticipation des risques également, Monsieur Dahmani. C'est exactement Même si on ne peut pas prévoir, bien sûr, un séisme. On ne peut pas prévoir, mais les intempéries, les pluies, si. Alors maintenant, il y a des modèles scientifiques qui nous permettent de modéliser des situations. On peut, grâce à des outils... vous savez, dans le cadre du programme CAPDEL, on a fait un plan de prévention multirisque, on a fait des simulations d'inondations décennales, cinquantennales, centennales, sur Wedsley, dans la ville de Ouled Ben Abdelkader, pour pouvoir évaluer le niveau de risque et voir qu'est-ce qui est sur le cours de l'eau. Quels sont les établissements publics, quelles sont les habitations qui sont menacées, pour pouvoir prendre les mesures structurelles et non structurelles pour répondre à ces situations avant même l'arrivée de la catastrophe. Nous avons travaillé avec des experts algériens de l'université de Batna qui maîtrisent complètement leur sujet. Maintenant, il est temps qu'on travaille tous ensemble, qu'on mette en synergie nos connaissances respectives, nos attributions respectives, dans un cadre organisé et concerté, pour aller au plus vite vers l'élaboration de plans de prévention au niveau local, conformément aux instructions qui ont été données et par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur, tout ça sous le regard bienveillant de Monsieur le Président de la République. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente. Toutes les communes du pays sont dotées d'un bureau où il y a des ingénieurs de l'environnement. Pourquoi ne sont-ils pas associés dans la gestion de tous les risques liés à l'environnement? Car leur rôle actuel est beaucoup plus dans la gestion des déchets. Ils doivent être associés dans la prévention qui commence au niveau communal, au niveau local. C'est la commune, première responsable. Monsieur Dahmani, je suis d'accord avec cette question de l'auditeur.
Alors, les cadres de l'environnement au niveau local, notamment au niveau wilaya, sont impliqués sur toutes les questions liées aux risques environnementaux. Vous savez, toutes les installations classées... Tous les démembrements des secteurs sont au niveau local. Bien sûr, et notamment ceux de l'environnement. Et ils ont la charge de donner des autorisations pour les établissements classés et donc d'évaluer toutes les études d'impact sur l'environnement qui sont faites. Donc c'est quelque chose qui se fait le plus normalement. Peut-être que le citoyen ne le sait pas. Dis-le également, les permis de construire, puisqu'on a vu certaines habitations ont été construites sur des terrains qui sont devenus carrément de la boue, des terrains boueux. Comment vous le commentez ? Oui. Alors, deux choses. Un, augmenter le niveau de connaissance de nos terrains à l'occasion, avant même de faire des plans d'urbanisme, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va construire, où est-ce qu'on va autoriser les expansions urbaines. Construire sur des nids de oued, c'est criminel. Dans les nids de oued, ce sont des... Si on a construit sur des nids de oued, les constructions sur les nids de oued... On peut qu'à Alger, au niveau d'Alger. Et je peux vous situer les endroits où il y a des constructions sur des nids de oued. Vous savez, je suis architecte urbaniste, et j'ai vu même en Europe des lotissements qui ont été réalisés sur des lits de oued, sur des fonds de vallée, et qui ont été inondés aux premières pluies. Et cela à cause de spéculateurs fonciers qui étaient de mèche avec des politiques. Il faut mettre fin à ce type de pratique qui pourrait aussi nous toucher, ou elle nous touche, Monsieur Dahmani, puisque vous allez un peu loin là dans ce que vous déclarez. Alors je vous dis, faut aller. Le Jazair el-Jadida n'entend pas. C'est justement celle-là. Mettre fin à ce type de Bien pratique. sûr, mettre fin à ce... Vous savez, quand la loi de 2008 est venue, la loi 0815 sur la régularisation, etc., elle est venue parce qu'il y avait une réalité, des gens ont construit sans permis de construire. Des gens ont eu des permis de construire, ils ont construit autre chose. Avant 2003, avant le séisme de 2003, on n'obligeait pas les constructeurs d'avoir des dossiers de génie civil. Donc des situations, on risque d'en découvrir à l'avenir, des situations de vulnérabilité. C'est pour ça que je vous dis, il faut évaluer ces vulnérabilités. Et il faut aussi sévir et agir à l'égard de ceux qui construisent dans les nids de oued, Monsieur Je crois qu'aujourd'hui on y est déjà. Monsieur le Président de la République... Il faut tirer les conclusions de ce qui s'est produit récemment. Bien sûr, Monsieur le Président de la République s'était prononcé la dernière fois, quand il s'agissait des démolitions. Il a bien expliqué que je n'ai pas ordonné de démolir. Par contre, j'ai ordonné qu'à l'avenir, il n'était plus permis de construire en dehors du cadre légal et réglementaire. À construire anarchiquement. Exactement. Et ça peut s'assimiler pour ces promotions immobilières comme étant du blanchiment d'argent également. Avons-nous un plan de prévention des risques naturels contre les inondations? Il existe, Monsieur Non, il n'existe pas. Il y a la délégation des risques majeurs élabore un système national de prévention contre les risques d'inondation. Des points noirs ont été détectés sur l'ensemble du territoire, mais des études micro, c'est-à-dire vraiment à l'échelle communale, je dirais à l'échelle réelle, du réel au niveau local, nous n'en avons pas encore. Et c'est justement de cela dont je parlais tout à l'heure, de l'expérience qui a eu lieu à Ouled Ben Abdelkader Achlef. Alors, indemniser, c'est bien, bâtir correctement, c'est encore mieux. Quel est votre commentaire par rapport à ce que déclare l'auditeur, Monsieur Dahmani? Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Il faut faire des investissements efficients. Construire bien, c'est éviter de dépenser encore de l'argent, souvent pour rien. Donc je suis entièrement d'accord. Il faut construire mieux. Aujourd'hui, nous avons une législation réglementation qui est assez bonne et qui est en voie d'être améliorée avec une nouvelle loi sur l'urbanisme. Donc il faut construire bien. Mais il faut aussi dire que pendant des décennies, cette question n'a pas été prise très au sérieux. C'est-à-dire, je pense aux années, à la décennie noire, par exemple, et aux années 90, où ça a été vraiment l'effort de construction, de l'autoconstruction, on va dire, a été tellement rapide et fort qu'il a dépassé le rythme de l'administration publique. Et donc, ce qui nous a mis devant des situations de fait accompli. Alors, vous avez parlé un peu, bien sûr, de responsabilité partagée entre les institutions, également le comportement du citoyen. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement
instituer une culture de l'assurance contre les catastrophes naturelles, puisqu'il y a aujourd'hui la CatNat, mais très peu d'Algériens souscrivent à cette assurance contre les catastrophes naturelles et qui permet bien sûr une indemnisation par les compagnies d'assurance. Monsieur Dahmani, puisque l'État arrive toujours à la rescousse des citoyens, est-ce qu'il faut changer aussi graduellement les mentalités? L'État arrive à la rescousse des citoyens, il est dans son rôle. Maintenant, changer de culture, oui. Bien évidemment, tout est culturel, tout est culturel. 10%, même pas plus. Exactement. Même pas, et là, je pense que là, il faut vraiment de grandes campagnes nationales de sensibilisation, mais vraiment de proximité, de la sensibilisation de proximité à l'endroit des citoyens, à l'endroit des acteurs économiques, pour qu'ils souscrivent ce genre d'assurance. Mais également, la culture du risque. La culture du risque doit également être propagée au sein de toute la société. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que la société civile soit un acteur central dans la prévention des risques. Il faut que ça soit un véritable animateur de cette propagation de la culture du risque au niveau des territoires. Il faut enseigner des modules sur, bien sûr, comment agir face aux risques majeurs aujourd'hui, Monsieur Dahmani, au niveau des écoles, déjà prioritairement. Exactement. Je vous donne un exemple. Nous l'avons fait du 1er mai au 13 mai, au niveau de 8 communes pilotes. Nous avons fait un travail extraordinaire de coopération entre deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation, avec les services de la protection civile. Et nous avons fait des activités au sein des écoles de formation, sensibilisation pour les enseignants et les chefs d'établissement, des 3 cycles. Et nous avons fait même des exercices avec les enfants qui ont simulé un séisme. Donc ils ont appris comment se comporter, comment se mettre sous les tables, etc. Et on a fait également un exercice d'évacuation de l'école en cas de séisme ou en cas de feu, etc. Et ça a été vraiment très bien accueilli au niveau des communes pilotes. Nous avons associé les associations locales pour être des animatrices de toutes ces activités. Ça a très bien fonctionné. Ça a été bien pris par l'ensemble des acteurs locaux et je pense que ce genre d'expérience que nous avons menée à titre pilote devrait être généralisé et nous allons mettre en place une équipe de travail entre nous, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation, pour voir comment généraliser ce type d'expérience. Alors, il faut tirer les enseignements par rapport à ce qui se produit ce week-end, Monsieur Mohamed Dahmani, puisque nous avons vu que notre pays est exposé à un certain phénomène, bien sûr, de risques majeurs, comme avec l'approche de l'été, bien sûr, les incendies de forêt, pour évaluer les situations, évaluer notre réactivité, de telle sorte à tirer les enseignements rapidement sur la question, la dernière, Monsieur Dahmani. Alors, tirer des leçons, bien évidemment. Il y a quelque chose, et bien sûr, il y a quelque chose de triste, vous savez, il y a quelque chose de triste. Les services de la protection civile ont besoin de catastrophes pour évoluer. C'est-à-dire que chaque catastrophe est une occasion pour mieux faire à l'avenir. Mais c'est un corps qui évolue très bien également. Monsieur Mohamed Dahmani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et à demain. Au revoir.